BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. 8 millions de véhicules, 400 000 salariés dans le monde. Stellantis, c'est la création d'un nouveau géant de l'automobile mondiale. Juste derrière, le trio de tête, Volkswagen, Toyota, Renault, Nissan. Bonjour Eric Saint-Frison. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes consultant automobile, ancien PDG de Ford en France. Mathieu Pechberti nous a rejoint aussi. Rebonjour. Rebonjour Mathieu. On va essayer de rebrosser un petit peu là, toute cette actualité ensemble en quelques minutes. Donc je le disais, nouveau groupe automobile mondial, hein, c'est Stellantis, 14 marques au total. C'est un groupe qui atteint la masse critique en termes de volume. Il a tout le potentiel aujourd'hui pour devenir un vrai géant et pour occuper pleinement cette position de 4e constructeur automobile mondial. Eric Saint-Frison. La réponse est oui, dans les chiffres. En absolu, avec un volume de plus de 4 milliards de voitures, il n'y a aucun doute sur le fait que Stellantis va devenir un acteur majeur encore plus important qu'aujourd'hui. La seule question qui va rester attachée à cette constitution de ce groupe, c'est leur capacité à prendre place sur le marché asiatique, qui est une faiblesse pour les deux constructeurs aujourd'hui. S'ils arrivent à le faire, alors Stellantis sera un succès. S'ils n'y arrivent pas, on verra. Il n'y a pas d'autre problème que ça, Mathieu Pechberti. C'est le marché asiatique la principale préoccupation. Alors là, à court terme, en tout cas, ça va être l'intégration de ces deux groupes et en tout cas la réalisation concrète et effective de la fusion. Le patron Carlos Tavares est très attendu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est effectivement décrit comme un messie quasiment en France et en Europe, après avoir redressé Peugeot, qui était quand même en situation de faillite en 2013. Il a redressé évidemment un coup de restructuration assez forte. On se souvient de l'emblématique fermeture d'Aulnay, même c'était pas lui qui en était à l'origine. Mais c'est aussi ça qu'on attend dans les semaines et dans les mois à venir. Ça va être de la restructuration. En tout cas, le point d'interrogation, c'est il a restructuré Peugeot, il y est arrivé de manière exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, en tout cas sur la partie économique, financière et industrielle. Et puis ensuite, il y a eu ce pari qui a été fait sur Opel, mais c'était encore entre guillemets, on contredirait peut-être, mais sur un petit groupe, Opel, c'était 1 million de véhicules environ. Là, c'est quand même autre chose. La Fiat, d'abord, c'est un groupe étranger, donc ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est 4 millions de véhicules quasiment. Et puis, dans un pays quand même lourdement touché par, la crise économique, évidemment par le Covid. Et puis, alors, l'industrie automobile, n'en parlons pas. Et puis, Fiat, c'est un peu le Renault italien, si vous voulez. Donc, c'est cette restructuration de Fiat qui va être dans la balance. D'accord avec ça, Eric Saint-Frison ? Totalement d'accord, mais en fait, ils ont une somme de problèmes à régler collectivement. Et l'année n'est pas favorable pour le monde automobile, tout le monde le sait. Moins 28, moins 30, moins 32, on ne sait pas exactement à combien va finir le groupe Stellantis quand on aura la consolidation des chiffres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de présence globale sur la planète qui n'est pas réalisé aujourd'hui, même s'il y a une vraie complémentarité géographique entre FCA et PSA, entre les continents américains, enfin les Amériques et l'Europe. Il y a une deuxième problématique que vous avez évoquée, qui est celle de la surcapacité de production. Les deux constructeurs ont une vraie surcapacité de production. La somme des deux rend le chiffre encore plus effrayant, puisque la donnée qui est intéressante à voir là-dedans, c'est que la surcapacité de production de Stellantis permettrait de produire toutes les Ford du monde. Ford étant un des constructeurs mondiaux importants. Donc ils ont une surcapacité qu'il va falloir qu'ils adressent. Vous l'avez évoqué avec Aulnay, il va falloir prendre des décisions relativement drastiques. Il va falloir redresser Fiat ? Fiat va directement bénéficier des plateformes de PSA. Tavares, il a fait un truc extraordinaire dans son arrivée chez PSA, c'est qu'il a mis en place des plateformes qui sont partageables dans les marques du groupe. Ces mêmes plateformes seront partageables demain dans le groupe étendu à FCA, ce qui veut dire que Fiat et d'autres marques américaines vont pouvoir bénéficier de certaines de ces plateformes et avoir des économies qui permettront de développer de nouveaux modèles. Il y a la question du coût aussi qui est centrale, surtout qu'on est dans une période où c'est au cœur de tout avec la crise économique qui a commencé et puis qui va se poursuivre, parce que la crise économique c'est plus 2021 que 2020. Il y a la question du positionnement sur le marché aussi qui va se poser. Quelle voiture on fait ? Qu'attend le marché ? Le portfolio des marques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il est beau. Du côté de PSA, il est magnifique, malgré tout, avec Peugeot, Citroën, DS, qui sont des marques iconiques, et Opel, qui sont des marques iconiques en Europe, toutes, ou presque. Et du côté de FCA, avec deux monstres, Fiat d'un côté, et puis on va dire Dodge, Jeep de l'autre. C'est du côté américain. Jeep, c'est une marque qui est phénoménale. Dodge, c'est un succès colossal aux États-Unis. C'est la deuxième voiture, deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis. Ram, pas Dodge, pardon, Ram.
en pick-up. Donc on a un beau portfolio de marques, il y a des marques sportives, Maserati, Alfa Romeo. Mais est-ce qu'on va pouvoir tout garder ? Ils ont 14 besoin, marques au total, oui, vous avez raison, 14 marques au total, forcément, il y en a. Oui, mais ils ont besoin de beaucoup de marques. Regardez le groupe Volkswagen. Ils ont divisé leur offre en créant de nouvelles marques, comme ils viennent de le faire avec Seat et en créant une nouvelle marque à côté de Seat plus sportive pour répondre à des demandes particulières. Chez FCA ou chez PSA demain, ils auront une capacité à offrir des produits dans des niches à des marchés du monde qui seront assez demandeurs. Est-ce qu'on peut se permettre de continuer à faire des produits de niche, comme vous dites, Mathieu Pechberti, on fusionne pour faire des économies. L'objectif, c'est de faire 4 milliards, 5 milliards d'économies. Oui, mais moi, pour rebondir, j'allais prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que, partant du postulat financier, qu'effectivement, on ne fait pas une fusion pour le plaisir, mais pour faire des économies de coûts, que les économies de 3,7 milliards, on sait très bien qu'en réalité, ils ont beaucoup plus. L'idée, c'est d'annoncer moins pour dépasser les objectifs, comme toujours. Est-ce que ces économies vont en plus être relevées à cause de la crise du Covid ? Et donc, si on doit faire autant d'économies de coûts, est-ce que le groupe aura la capacité, on va dire, financière à conserver toutes ces marques ? Effectivement, bon, les grandes marques, la question ne se pose pas, mais moi je vous pose la question sur quelques marques italiennes, celles que vous citiez. Alors, Lancia, mais je l'avais presque oublié. Alors, Alfa Romeo, c'est assez connu, puis nous on est français, donc les Européens sont attachés à ces marques. Maserati, c'est peut-être un petit peu à part. Oui, mais le Stelvio se vend assez bien aux États-Unis, par exemple, donc il y a un potentiel. Donc, Lancia, je regardais ce matin, 60 000 véhicules vendus par an, donc bon, voilà. C'est devenu, hélas, anecdotique. Voilà, donc est-ce que, pour le moment, Carlos Tavares a promis de les conserver, est-ce que c'est pas aussi une manière on conserve les marques, mais on autorise les restructurations par ailleurs en Italie. Encore une fois, je pense que c'est le point important. Il y aura des arbitrages à faire. Ça sera probablement l'Italie où il va se passer des choses. Carlos Tavares, il a montré qu'il était capable de restructurer de manière forte. Ça a été acté par les actionnaires de Fiat, par les Agnelli. Mais les Agnelli resteront aux commandes parce que John Elkann, l'héritier, sera président. Donc lui aussi, il a ses propres intérêts financiers, ça c'est indéniable. Mais il y aura une pression politique très forte en Italie. Et puis il ne faut pas oublier qu'en Italie, les milieux économiques sont quand même très anti-français ces dernières années. Il y a eu beaucoup de fleurons italiens rachetés par des groupes français. Et puis on connaît l'environnement politique est quand même très tendu. Donc voilà, moi je mettrais un bémol là-dessus quand même. Le patron de Peugeot qui a déjà fait sa réputation, et vous nous l'expliquiez très bien, Mathieu Pechberti, déjà dans les restructurations, plus de 10 000 suppressions de postes en 4 ans, si je ne fais pas d'erreur. Ouais, quasiment 13 000 je crois chez Peugeot. Et puis chez Opel aussi en Allemagne. Ça va être quoi en quelques secondes les défis à l'avenir, une fois qu'on aura restructurer le groupe, qu'on aura peut-être sélectionné des marques plutôt que d'autres? Il va falloir quoi? Travailler sur le véhicule connecté, travailler sur l'électrique? C'est là-dessus qu'il va falloir mettre toute son énergie? Je parle sous votre contrôle, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, le challenge de l'automobile, c'est la R&D, la recherche et le développement. Sans R&D, il n'y a pas d'avenir. Il y a trop de challenges, il y a trop de contraintes, il y a trop de réglementations qui arrivent sur la tête des constructeurs. Et donc, sans capacité à investir dans ces nouveautés, il n'y a pas d'avenir. Et donc, le challenge des deux marques, c'est de développer des plateformes connectées, des plateformes électriques, bien évidemment, hybrides, la recherche sur l'hydrogène et sur ce qui va derrière. Et donc, il y a un énorme investissement à faire qui ne pourra se faire qu'en faisant des économies. Les concurrents, c'est ces trois premiers, là, Volkswagen, Renault, ou c'est Toyota, voilà, la cible ultime, je pense que c'est Toyota, et Volkswagen Tesla. Pour le groupe. Tesla, c'est un acteur majeur de son segment. Vous parliez de niche tout à l'heure. Tesla est un acteur majeur de sa niche. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Éric Saint-Frison, consultant automobile, ancien PDG de Ford, d'avoir été avec nous. Mathieu Pechberti aussi était avec nous pour décrypter tout ça.